Janvier 2023, on s'en souvient, le corps de Martinez Zogo est découvert dans la banlieue de Yaoundé. Il avait été enlevé 5 jours auparavant, le 17 janvier, et son corps commence à être décomposé. Nous revoyons encore ces images de pompiers. Dès le lendemain 23 janvier, moi j'étais à Douala. Je suis profondément choqué et je trouve qu'on ne peut pas rester sans rien dire. Et bien que je sois découragé par l'ensemble de mon entourage, parce qu'il y a une grande psychose qui plane sur le Cameroun, tout le monde dit ah ben non, ces gens ils ont voulu passer un message, ils vont tuer tout le monde qui ose parler. Je leur ai dit, je ne peux pas me taire, je ne peux pas vivre comme quelqu'un qui est mort. Donc on ne peut pas laisser ce niveau de barbarie s'installer dans notre pays. Peu importe ce que ça peut coûter, moi, je vais m'exprimer. Donc, je fais une vidéo d'indignation, une sortie télévisuelle d'indignation le 23 janvier, donc le lendemain du jour où le corps est retrouvé. Donc, dans cette vidéo, je dénonce ce crime odieux, mais dans l'hommage que je rends à Martinez Zogo, je présentais déjà certains indicateurs. Je pointais un doigt accusateur sur les forces de sécurité camerounaises, parce que j'estimais à l'époque que le mode opératoire était un mode opératoire de personnes sorties d'académie militaire. Je pointais déjà un doigt accusateur vers les forces de sécurité de notre pays. Alors pourquoi j'ai pensé d'entrée de jeu que c'était une opération menée par des forces de sécurité? Eh bien parce que je suis formé à reconnaître le mode opératoire de personnes passées par les académies militaires. Alors, la vidéo, elle est diffusée le 23 janvier, dans la journée, et le soir, je reçois à la fois un coup de fil et un audio sur WhatsApp d'Émile Parfait-Sim. En clair, il désapprouve ma démarche. Vraiment, moi, l'affaire là, il était allé très loin et il s'était attaqué à quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Je me quand les mères dans Kenya bien encore. Mais il n'y a pas un peu. Mais bon, il est biba. Tu conviens avec moi qu'à bien dire là-haut. Je l'avais attaqué au mal. On y avait toqué au soubi. Et l'eau n'y a quoi. Il soit bien. En keha, en keha, en keha. En tel qu'on bébé les mourous dans ma lame gabete. En tout cas, une personne ordinaire qui vit au lana. Et donc, il va sur la scène. Alors qu'il va il faut justement les sacrifier. Ou alors, ceux qui l'en voulaient. Parce que là, il y a eu quelqu'un pour dire, là, ligne 94, ligne ceci, ligne cela. Mais voilà, dans le ce que ça veut dire. Mais même si on savait ce que ça veut dire, est-ce que dénoncer ça veut dire qu'après avoir dénoncé, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir et tout et tout. Mais moi, je n'ai jamais été compatissant. Parce que liberté d'expression ne veut pas dire libertinage d'expression. Sincèrement. Alors, ce même 23 janvier, ou je crois le lendemain, il y a un type qui s'appelait... il s'appelait, parce qu'il est décédé, le père Jean-Jacques Olabébé, qui était reçu dans une émission à Yaoundé, et il faisait ses déclarations assez curieuses, mais en tout cas, qui, vous le verrez par la suite, ramène un peu aux propos tenus par Émile Parfait-Sim. Parce que Émile Parfait-Sim est convaincu, dans son audio, que le crime a été commandé depuis le palais, commandité depuis le palais de la République. Et quand on lit entre les lignes ce que dit le père Jean-Jacques Olabébé dans son intervention, on voit bien un lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que lui aussi montrait du doigt, si ce n'est pas les Amougou Belinga, comme il avait tendance à le dire ce jour, si ce n'est pas Eko, puisqu'il l'a dit, que Martinez se retournerait dans sa tombe, de voir que les vrais commanditaires de son meurtre ne sont pas ceux qui sont aux arrêts, mais qu'on fait payer plutôt des innocents. Alors s'il en était arrivé là, eh bien,
avec ce que nous révélera plus tard les éléments d'enquête, pointant clairement un doigt accusateur vers le palais de la République, le palais de la présidence du Cameroun, on comprend qu'il y a une similitude entre ce que dit Simba, qui dit que ça vient du palais, et ce que disait à l'époque le père Jean-Jacques Olabébé, qui a été retrouvé mort 2 ou 3 jours après avoir fait cette sortie. Tout le monde, comme tout le monde dit souvent que il a envie de voir ses enfants grandir et que il n'a pas envie de monter dans la Prado noire surtout. Moi-même aussi. Vous avez peur, Père Jean-Jacques? Attendez. Donc, j'ai envie de monter dans la Prado noire. Monsieur Paul Désébia. Donc, c'est moi qui demande la Prado noire. D'abord, même pour que je vive, je tire déjà pas la queue au quotidien. Hein? Donc, si maintenant il faut encore que non, pardon, excusez ma vie. J'ai fait ma part d'investigation, j'ai peut-être ma petite idée, mais il ne revient pas à moi. D'abord, je ne suis pas payé pour ça. Que les gens qui sont d'ailleurs le chef d'État inscrit, la gendarmerie, la police pour mener ces enquêtes-là, ils sont d'ailleurs payés chèrement pour ça, qu'ils fassent leur travail et qu'ils nous disent qui a posé là. Mais moi, je vous ai dit, on nous a induit en erreur. Donc, laissez M. Jean-Pierre Mogobelinga loin dans cette histoire de Martinez. Et même Martinez ne peut pas accepter que on pose son deuil, son assassinat sur quelqu'un qui n'a pas posé l'acte. Martinez lui-même voudrait qu'il y ait la vraie justice. Et ça pose un autre problème. Moi, je dis encore, et vous allez me lire que les lignes, sans dire des choses, je vais dire des choses. Oui. Ça pose un autre problème. Il faut savoir, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, les journalistes, les gens qui pensent qu'ils sont dans des camps ou dans d'autres, ne croyons pas que être dans un camp nous garantit la survie. Parce que là où nous sommes là, c'est une affaire de... Tout est gâté, hein. C'est-à-dire que même ton propre camp, que tu sais, peut soit te négliger, comme... Enfin, je veux pas... Soit te négliger et on t'ôte la vie, comme on a ôté la vie à Martinez, soit alors ton propre camp qui t'utilise peut se rendre compte que tu as déjà fait le boulot et maintenant, bon... Ils n'ont plus rien à gagner, surtout que tu peux être un témoin gênant qui a peut-être des informations déjà très compromettantes et que si demain ou après-demain tu es peut-être interpellé, il peut arriver que tu dises que comme j'ai dit ceci, cela là, c'est tel qui m'a donné le tel document, voilà, et voilà. Donc tout ça, ça veut dire que nous sommes donc dans une situation où il n'y a plus de certitude, tout est comme ça, sens dessus, sens dessous, du coup, attention. Donc, moi j'interpelle les uns les autres, sortez des réseaux, vous les journalistes, machin, sortez des réseaux, sortez des clans et des clans, sortez de là. Mieux, encore moi, personne ne peut dire que Père Jean-Jacques Olabébé, que je suis, il m'a donné 10 francs pour faire ça. D'abord, je ne mange pas de ce pain-là, pas du tout. Donc, du coup, je parle de manière libre. Alors, et quand je parle, celui même qui... Alors, dès le 27 janvier, donc 5 jours après la découverte du corps de Martinez Zogo, il y a quelqu'un qui est arrêté. Cette personne s'appelle Justin Danoué. Il est lieutenant-colonel en service à la DGRE, dans laquelle il occupait jusque-là le poste de directeur des opérations, donc l'un des postes les plus importants. La DGRE, encore une fois pour nos amis qui nous regardent, qui ne sont pas du Cameroun, c'est les services secrets camerounais. Donc ce type-là est arrêté. Je vais vous faire le film de son arrestation. Maxime Eko, le patron des services secrets camerounais, reçoit un coup de fil de Landry Galaxietoga, qui est patron, lui, de la gendarmerie du Cameroun, secrétaire d'État à la Défense, mais en réalité, c'est lui le patron des gendarmes, des Pandores camerounais. Et ce dernier, donc le patron de la gendarmerie, appelle le patron des services secrets camerounais pour lui demander de mettre à sa disposition un de ses hommes. Cet homme en question, c'est le lieutenant-colonel Justin Danoué, qui était jusque-là directeur des opérations des services secrets camerounais. Donc, Eko Maxime, le patron des services secrets camerounais, collabore. Il ne fait pas le problème. Il fait tout de suite mettre aux arrêts le lieutenant-colonel Justin Danoué. Par qui? Eh bien, par un commissaire qui s'appelle James Elon Lobé, qui était d'ailleurs pressenti là dans cette période-là pour prendre la succession du lieutenant-colonel Danoué à la direction des opérations. Donc ce dernier fait venir
le lieutenant-colonel Justin Danoué dans son bureau, à la demande donc du patron, de leur patron, le patron des services secrets camerounais. Et sauf que c'est pas la seule personne qui est demandée, qui est revendiquée par le CED. Il y a d'autres éléments aussi qui sont des éléments des services secrets camerounais qui font partie de la liste de gens que le CED, donc Landry Galaxé-Toga, souhaite que le patron des services secrets mette à sa disposition. Sauf que de toute la liste, le seul qui est présent dans le service ce jour, c'est le lieutenant-colonel Justin Danoué. Donc il sera appelé dans le bureau du directeur des opérations d'alors, donc le commissaire James Elon Lobé, et ce dernier l'amènera, donc l'escortera jusqu'au secrétariat d'État à la Défense, donc chez le patron de la gendarmerie, où il sera tout de suite mis aux arrêts. Donc nous sommes le 27 janvier. Alors, première question. Donc le 27 janvier, 5 jours après qu'on ait découvert le corps de Martinez, il n'y avait pas encore de commission d'enquête mixte, gendarmerie-police, mais le secrétaire d'État à la Défense, donc le Landry Galaxé-Toga, il y avait déjà une liste de suspects. De qui tenait-il cette liste? D'où vient la liste qu'il communique au patron des services secrets, qui justifiera l'arrestation du numéro 2 de ces services? D'où tient la certitude, le patron de la gendarmerie, d'une culpabilité ou alors d'une suspicion sur la personne du lieutenant-colonel Danoué? Et la liste des gens qu'il communique, d'où la tient-il, cette liste-là? Sachant qu'à ce moment-là, le président de la République n'avait pas encore instauré ou institué une commission d'enquête mixte gendarmerie-police. Jusque-là, officiellement, ce que c'est le patron des services secrets, c'est que des éléments à lui seraient mêlés à une histoire de trafic d'armes et de drogue. On ne lui a pas dit qu'ils sont arrêtés pour une affaire Martinez. Voilà, donc on est le 27 janvier. Alors, chose curieuse, donc c'est à partir de là, donc on part d'une arrestation qu'on peut qualifier d'arbitraire, parce que je veux qu'on se pose des bonnes questions. 5 jours après qu'on ait découvert le corps de Martinez, le président Biya n'avait pas encore mis en place de commission d'enquête mixte gendarmerie-police. Mais le secrétaire d'État à la Défense, Landry Galaxé-Toga, lui avait déjà une liste de suspects. D'où tenait-il cette liste? Qui lui a donné cette liste-là? Donc, Danoué est arrêté, et c'est à partir de Danoué que tout le reste des arrestations se feront. C'est à partir de cette arrestation de Danoué que Belinga Amoubou sera incriminé, que le patron même des services ECHO sera incriminé. Donc c'est lui qui portera en quelque sorte l'acte d'accusation pour parler des complicités dont il a pu bénéficier dans ce qu'on lui reproche en réalité, mais qui n'avait pas été dit au patron des services secrets. Et ce dernier, voyant donc toutes ces arrestations autour de lui, un jour envoie concourir au patron de la gendarmerie une image qu'il a dû recevoir sur les réseaux sociaux, humoristique, hein, je crois c'est un monsieur qui est chez lui et qui a rendez-vous et qui dit « Ah, il va forcément rater son rendez-vous parce que depuis il essaie de sortir, mais il y a la Prado noire qui est garée devant lui et il y avait une psychose à l'époque qui planait au Cameroun, c'est l'histoire de la Prado noire. » Donc lui il reçoit cette image, il partage cette image au secrétaire d'État à la Défense, donc au patron de la gendarmerie, et ce dernier lui répond très sérieux, je comprends pas, il s'agit de quoi? Et donc le patron des services entre dans une colère et dit « Ouais, comment ça, il s'agit de quoi? Vous faites qu'arrêter les gens autour de moi, vous pensez que je suis bête, que je comprends pas que c'est moi que ça vise, vous pouvez pas continuer à arrêter mes collaborateurs de cette manière sans que moi je sois quelque part menacé. » Et donc, fin de la discussion entre eux, un peu sur cette petite tension, et c'est ce même jour que sera arrêté le patron des services secrets camerounais, Maxime Eko. Je vous fais aussi le film de son arrestation. Il est appelé par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, le ministre de la Défense camerounaise. Donc,
le ministre lui demande de passer le voir à son bureau, au quartier général. Il arrive là-bas et le ministre lui dit « Bon voilà, je t'appelle parce que le président a demandé que tu te rendes disponible, tu as tes gars qui sont interpellés depuis, qui sont au CED, il y a une affaire le CED c'est le siège de la gendarmerie nationale, donc il y a une affaire de trafic d'armes et de drogue là-bas, il faut vraiment que tu ailles les aider, c'est à la demande du patron lui-même. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Il quitte le ministre de la Défense, en qui il a une totale confiance, et il va de ce pas à la gendarmerie, donc rencontrer le patron des gendarmes. Sauf que quand il arrive, on le fait asseoir dans une salle, il ne rencontrera jamais l'André Galaxé Toga, donc le patron des gendarmes. Il y a plutôt deux colonels qui se présentent devant lui, notamment le colonel Otoulou, et il est mis aux arrêts. Il est arrivé là-bas il n'avait pas d'arme sur lui ce jour. Je pense que s'il avait eu une arme, il aurait très vite compris qu'il est tombé dans un guet-apens. Donc, le patron des services secrets camerounais, Maxime Eko, est cueilli de cette manière. Convoqué par le ministre de la Défense, qui lui dit que le président de la République a demandé qu'il se mette à la disposition du CED pour l'aider à élucider une affaire où ces éléments à lui des services secrets sont incriminés, sauf qu'on ne lui parle pas d'une affaire d'assassinat de Martinez, on lui parle plutôt d'une affaire d'armes, de trafic d'armes et de drogue dans lesquelles seraient mêlés des éléments à lui. Et donc, lui, de bonne foi, il se présente chez son collègue, donc le patron de la gendarmerie, pour entamer avec lui une collaboration, comme celle qu'il avait déjà commencé quelques jours auparavant. Il arrive, on lui dit non, attendez dans une salle d'attente, et puis il y a des colonels de la gendarmerie qui arrivent, et il est mis aux arrêts. Donc voilà comment a été arrêté le patron des services secrets camerounais, Maxime Eko. Il se retrouve donc avec Amougou Bellinga, tous les deux, accusés, Amougou Bellinga d'être la personne qui a commandité l'assassinat de Martinez, ou au moins l'enlèvement de Martinez, et lui, Eko, comme ayant fait partie du plan. Donc les deux sont accusés par Justin Danoué. Donc c'est les accusations unilatérales de Justin Danoué qui fondent l'acte d'interpellation de ces deux personnalités. Extrait de l'interrogatoire de lieutenant-colonel Justin Danoué, ex-directeur des opérations des services secrets camerounais, soupçonné d'être le leader du commando ayant assassiné Martinez Zogo. Question des enquêteurs. Quelle est cette autre personne qui vous a contacté pour parler de Martinez Zogo? Réponse du lieutenant Justin Danoué. C'est monsieur Amougou Bellinga. Question des enquêteurs. Dites-nous-en les circonstances, s'il vous plaît. Réponse du lieutenant Justin Danoué. Il m'a invité à le rencontrer à son domicile d'un van le 29 décembre 2022, entre 19h et 20h. Y étant, il m'a dit qu'il y a ce journaliste Martinez Zogo qui parle mal de lui et se demandait si on ne pouvait pas l'intimider. Il ne m'a pas demandé d'intimider Martinez Zogo, car il n'a pas qualité pour le faire. Ensuite, nous avons échangé sur d'autres sujets. Je lui ai à l'occasion rappelé le problème de mon dossier de demande d'avance de solde pour laquelle j'avais sollicité son intervention auprès du ministre des Finances. En interrogeant les téléphones de ces personnalités, on découvre que Justin Danoué connaissait Amougou Bellinga. Donc on lui demande comment il le connaît et il dit qu'il s'était rendu à son domicile, au domicile de Amougou Bellinga, pour lui demander une faveur, l'avancement de son dossier, d'une avance de solde. Un dossier d'avance de solde au ministère des Finances, et que c'est Bellinga qui devait intervenir pour ça, et que Bellinga, pendant leur conversation, se serait ouvert à lui et lui a dit qu'il y avait un journaliste, Martinez Zogo, qui s'en prenait à lui de manière très dure dans les réseaux sociaux, et qu'à l'occasion, il aimerait bien lui faire subir une petite correction, hein, juste pour qu'il se calme. Mais, donc c'est sur la base de cette déclaration de Justin Danoué que Amougou Bellinga est arrêté comme commanditaire.
en tout cas, de l'enlèvement de Martinez Zogo. C'est sur la base de cette seule déclaration. Sauf que, par la suite, le même Justin Danwe se rétracte. Quand il faut faire une confrontation, on lui demande s'il connaît Amougou Bellinga, il dit qu'il ne le connaît pas. Amougou Bellinga, lui, par contre, dans son naturel, il a dit, mais bien sûr, je le connais. Hein, c'est un ami, il vient souvent chez moi et tout. Et tu dis que tu ne me connais pas, mais qu'est-ce qui ne va même pas dans ce pays, hein? Tu dis que tu ne me connais pas comment, tu ne viens pas souvent chez moi et tout. Or, en réalité, la rétractation de Justin Danwe, c'est une façon de vouloir protéger Bellinga, et il le dira plus tard. Je ne voulais pas le mêler à nos choses. Ça veut dire quoi? Je ne voulais pas le mêler à nos choses. Ben, ça veut dire que, en réalité, on a quelqu'un qui connaît effectivement ce qui s'est passé dans le meurtre de Martinez Zogo, mais qui connaît aussi les vrais commanditaires et que ce n'est pas le vrai commanditaire. Au moment où il dit « je ne voulais pas le mêler à nos choses ». Je crois qu'il est pris par un remords, quelque chose dans le genre. En tout cas, par l'œuvre d'interrogation, des téléphones, de toutes ces personnalités, on n'a rien trouvé de probant qui incrimine que ce soit Eko, que ce soit Maxime, que ce soit Bellinga, Amougou. On n'a rien trouvé qui incrimine les deux personnes. En revanche, il se trouve que le jour de son enlèvement, Martinez Zogo a rendez-vous avec plusieurs personnes. La dernière personne qu'il appelle, c'est Martin Savom. Il était 19h41, donc quelques minutes avant d'être enlevé. On ne saura jamais ce qui s'est dit, mais autre chose qui doit attirer votre attention, c'est que le 30 janvier, 3 jours après que Danwe soit arrêté, donc soit aux arrêts au CED, il est en cellule, ce dernier appelle un de ses subalternes dans les services secrets, il appelle au téléphone. Et au téléphone, il lui demande quel est le pouls de la maison par rapport à l'affaire et est-ce qu'il peut lui récupérer notamment un téléphone portable qui est dans l'une des voitures, les voitures de service qui est égarée quelque part. Et donc ce lieutenant-là, il ne se coopérera pas, il lui dira non, bah, les clés de cette voiture sont déjà récupérées, même votre bureau est scellé, donc je ne peux récupérer aucun document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour où, à l'heure où je vous parle, il y a un téléphone du lieutenant-colonel Danwe, qui est le cerveau de cet assassinat de Martinez Zogo, qui n'a pas été expertisé et qui peut-être détient la vérité des commanditaires. C'est qui le commanditaire? Donc, à la fin de cet appel, ce lieutenant-là fait un compte rendu au patron des services. Donc le 30 janvier, je vous parle bien du 30 janvier, il lui fait un rapport dans lequel il lui dit qu'il a reçu cet appel et cette demande du lieutenant-colonel. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui nous renseigne sur un fait qui est grave. Comment a-t-on laissé en sa possession le lieutenant-colonel Danwe aux arrêts au CED avec son téléphone? Comment un type qui est gardé a vu au CED dans le cadre d'une affaire aussi grave? Comment continuait-il à passer des coups de fil à partir de son téléphone en cellule? Direction générale de la recherche extérieure. Yaoundé, le 30 janvier 2023. Note. Objet. Compte rendu d'un appel reçu du lieutenant-colonel Danwe Justin. J'ai l'honneur, très respectueusement, de vous rendre compte que j'ai reçu aux environs de 17h12 ce lundi 30 janvier 2023 un appel du lieutenant-colonel Danwe Justin, précédemment directeur des opérations. Ce dernier disait qu'il était au service central des recherches judiciaires au CED. Durant la causerie, il a cherché à connaître l'atmosphère dans le service et demandé s'il pouvait rentrer en possession de certains de ses effets personnels. S'agissant du pool du service, il a voulu savoir les commentaires que les gens font de la situation actuelle. Je lui ai répondu que je ne savais rien de ce qui se passe et que, comme tout le monde, je cherche à comprendre. Je lui ai aussi dit qu'un nouveau directeur des opérations à la personne du CPP Beltran a été installé. Pour ces effets, il a demandé que je prenne la clé du véhicule au poste 142 et que je récupère dans le véhicule son trousseau de clés et un téléphone dans un des coffres. Il y a une volonté de quand même bichonner ce prisonnier
qui est suspecté d'avoir commis quand même l'assassinat crapuleux, le crime crapuleux d'un citoyen. Comment se fait-il que le 30, donc trois jours après son arrestation, le 27 janvier, qu'il détienne toujours un téléphone portable en cellule avec lequel il passe des appels? C'est très étrange. Très étrange ce traitement de faveur que la gendarmerie lui accorde et qui jette la suspicion finalement sur tout le reste de l'affaire. Donc, je vous la fais court. Par la suite, il y a une commission d'enquête mixte qui est nommée. Cette commission vient et commence à travailler et elle se rend compte que les membres du commando ont tous eu les données, l'accès à leurs données téléphoniques restreints à une certaine heure. Alors comment tous ces membres du commando ont les données, l'accès à leurs données téléphoniques restreints, c'est-à-dire les obligeant à ne pas communiquer par WhatsApp, mais à passer des coups de fil normaux qui peuvent être donc interceptés et être écoutés. Comment se fait-il que tous les membres du commando, à cette heure, n'avaient pas de WhatsApp, n'avaient pas de Telegram, bref, une possibilité de communiquer via des données? Donc cette question est posée. Et puis, il s'avère que il y a quelqu'un, même des rangs de la gendarmerie, qui propose non, il faut faire interpeller les patrons des deux principales sociétés de téléphonie mobile, parce que eux seuls peuvent dire qui leur a donné les instructions pour couper les données dans les téléphones du commando, à l'heure où l'opération était menée. Et bizarrement, il y a une opposition farouche de la hiérarchie, donc de la gendarmerie, qui dit non, 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 on n'arrêtera aucun patron, ça suffit comme ça, on arrête à ce niveau. C'est à partir de ce jour que la police s'est retirée de cette commission d'enquête, s'étant rendu compte qu'il y a une volonté manifeste de faire obstruction à l'enquête, au déroulement de l'enquête, à son bon déroulement. Parce que comment a-t-on un élément aussi sensible et un élément comme ça qui ne peut être élucidé qu'en cuisinant les patrons des deux sociétés de téléphonie mobile, mais battu en brèche par l'une des parties prenant part à l'enquête, qui dit non, 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 on n'arrête pas ces gens-là, on les laisse, et tout, et tout. Alors qu'en arrêtant les patrons de ces sociétés de téléphonie mobile, on aurait tout de suite su qui leur a donné ces instructions-là. Et cette personne qui a donné l'instruction, ça ne peut pas être moi, Morgan Palmer, ce n'est pas le menu Fretin, c'est quelqu'un forcément de haut placé. Et en remontant à cette personne de haut placé, on aurait su c'était qui le commanditaire de cet assassinat. Donc, depuis ce jour d'ailleurs, je crois que l'un des membres de cette commission d'enquête, le colonel Aïssi, le lieutenant-colonel Aïssi, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il est devenu ce monsieur, et tout, qui insistait le plus pour que cette affaire, qu'on interpelle ces patrons de sociétés de téléphonie mobile, a été tout de suite viré de l'enquête, hein, parce que voilà, il allait en opposition avec la hiérarchie qui disait non, 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 on n'interpelle personne, il a été viré de l'enquête, et bizarrement, j'ai constaté dernièrement qu'on l'a affecté. Il était patron, je crois, de la Légion de gendarmerie du centre, et il a été affecté en dehors de Yaoundé, je crois dans la région du Sud, quelque part dans la région du Sud, à l'heure où nous parlons. Donc, un type comme lui qui dit un propos de bon sens, qui est, bon, voilà, celui qui peut nous aider à faire avancer le fil. Nous avons un fil qu'on tire, et ce fil-là nous mène aux sociétés de téléphonie. Si on les interroge, on saura qui leur a donné l'ordre, et si on sait qui leur a donné l'ordre, on sait qui est le commanditaire de l'assassinat. Mais cette personne a été dégagée de l'enquête, et on n'a jamais arrêté, interpellé même les patrons des sociétés de téléphonie mobile pour qu'elles disent de qui tenait cet ordre, de couper les données sur les téléphones des membres du commando. Pourtant, l'enquête était close à ce niveau. Il n'y avait plus rien à faire. Et donc, pendant un an, sans la collaboration de ces sociétés de téléphonie, bon, l'affaire a mariné, et puis récemment, on nous sort du chapeau Martin Savom. Comment Martin Savom sort du chapeau? Eh bien, tout simplement, après que ce soit passé autre chose. Le juge Sikati, qui reprend l'enquête à un moment donné, pense qu'il y a des zones d'ombre, parce qu'en réalité l'enquête tourne en rond. Elle tourne en rond à partir du moment où on n'a pas pu mettre la main sur les gens des sociétés de téléphonie mobile, donc on ne sait pas davantage qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc ce dernier
par l'expertise des téléphones qui avaient été cachés, les téléphones de Martinez Zogo. C'est quand même assez étonnant cette affaire. C'est-à-dire que durant tout ce temps, ces téléphones étaient placés sous scellé quelque part. Personne n'a eu l'idée d'interroger ces téléphones, de savoir avec qui Martinez a fait quoi, qui est-ce qu'il a vu. Et c'est sous l'instigation du juge Sikati que ces téléphones ont été expertisés et on s'est rendu compte du rôle joué par Savom. Donc Martin Savom est appelé ce jour à 19h41 par Martinez Zogo, qui est en contact régulier avec ce Martin Savom, avec le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo. Je ne sais pas si, à l'heure qu'il est, son nom est apparu déjà dans cette affaire, mais ils sont en contact régulier et dans les conversations, il est quelqu'un qui le renseigne, donc c'est quelqu'un qui en sait beaucoup. Donc ces deux téléphones, les fameux téléphones de Martinez Zogo permettent de révéler cette réalité. Une vraie proximité entre Martin Savom et Martinez et le secrétaire général de la présidence qui, en même temps qu'il entretient cette relation avec Martinez, entretient aussi une relation très étroite avec Martin Savom. D'où la décision du juge de convoquer Savom. Mais le premier jour où il est convoqué Savom, on lui dira pas grand-chose. Hein. On le baladera sur des questions générales, sans jamais lui parler de ce pourquoi il est mis en examen. Sauf que il est déjà placé sur écoute à ce moment. Donc au sortir de son audition, ce jour-là, devant le juge Sikati, eh bien évidemment, il fait l'erreur qu'on attendait, enfin qu'ils attendaient tous. Ceux qui ont monté ce stratagème, c'est qu'il appelle à gauche et à droite, il se repent, et donc il livre sans s'en rendre compte lui-même le propre réseau de commanditaires, parce qu'il passera un appel et au ministre de la Défense, Joseph Betty Assomor, pour lui rendre compte de son arrestation, enfin, de son interpellation dans l'audition, et il passera un coup de fil aussi au secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, lequel lui conseillera d'écrire un courrier à la première dame, au président de la République, pardon, pour se plaindre de cette situation et tout. Donc, en un an, le nom de Martin Savom n'a paru nulle part. Et par contre, aujourd'hui, avec tous les éléments qu'il y a, tous les éléments ramènent ce crime à sa personne. Pourquoi a-t-on caché pendant un an? Pourquoi, pendant un an, ce type n'a apparu nulle part? On a comme l'impression qu'il y a une volonté d'orienter les gens vers d'autres pistes. Entre-temps, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une version officielle qui avait été tissée et pour laquelle on a arrosé une pléthore de personnalités médiatiques, de réseaux sociaux et tout, pour qu'elle soit ventilée, sans qu'en réalité, elle ne repose sur des choses probantes. Donc je me dis que ce juge-là, fort des nouveaux éléments, je me dis, hein, ça c'est ma propre analyse à moi, fort de ces nouveaux éléments, donc qui incrimine Martin Savom, qui rattache Martin Savom au secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngongo et au ministre de la Défense, fort de ces éléments, et fort du fait que Danoué s'est rétracté, il a dit qu'il ne connaissait pas, en tout cas qu'il n'avait jamais été missionné ou mandaté par Bellinga Mougou, fort du fait que les téléphones de Bellinga Mougou et de Maxime Ekeko, le patron des services secrets, ont été tous expertisés et aucune de leurs conversations ne renvoyait à l'histoire de ce crime. Pendant que les conversations de Savom et de Martinez renvoyaient en tout cas au moins à un fort soupçon de culpabilité. Donc je pense que c'est peut-être sur cette base qu'il a décidé de faire libérer les deux personnalités, enfin de les faire relaxer en attendant que l'affaire ne continue. Je pense, hein, ça c'est ma propre analyse à moi. Mais toujours est-il qu'à l'heure qu'il est, nous savons de manière certaine que doivent être appelés à comparaître dans cette affaire. Et je le dis, pas guidé par une rancune, une revanche quelconque. Je le dis parce qu'il y a plus d'un mois aujourd'hui, et derrière, il y a plus d'un an à rebours, je vais vous faire partager cette note que j'ai écrite à l'époque sur Facebook, où je disais, mais c'est suspect. Si on a pu arrêter les gens très rapidement, comme ça, c'est étonnant qu'on mette du temps pour réellement confirmer leur culpabilité. Alors si on ne peut pas confirmer qu'ils sont les coupables, ben, pourquoi ne pas les libérer? Je l'ai dit il y a plus d'un an. Pourquoi ne pas les libérer et focaliser pourquoi garder en détention des gens si on n'a rien
contre eux, parce que vu la vitesse avec laquelle ils ont été arrêtés, bon, on s'attendra à ce que ce soit plié au bout de quelques jours. Mais s'il reste autant de temps, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas grand-chose contre eux. Et s'il n'y a pas grand-chose contre eux, il doit y avoir grand-chose contre d'autres personnes. Et donc, il faut orienter l'énergie vers ces autres personnes. Publication de Morgan Palmer, le 12 février 2023. Affaire Martinez-Zogo. Les enquêteurs se pressent lentement. Quand il n'a fallu que de peu de temps pour interpeller les suspects, mais que l'étayage de leur culpabilité incontestable semble s'éterniser, alors la présomption de leur innocence doit se fortifier et prendre le pas sur les autres hypothèses de départ. Et dans ce cas, la privation de liberté d'un citoyen, même provisoire, peut sembler abusive. Le meurtre de Martinez-Zogo est une grande injustice qui ne doit pas être solutionnée par une autre injustice. Arrêtons d'alourdir notre karma de peuple. Les forces de l'ordre camerounaises, pour celles qui sont intègres, sont redoutables d'efficacité avec leur réseau d'informateurs. Élucider un assassinat perpétré en plein Yaoundé ne saurait leur prendre une semaine ouvrable. Sauf si volonté manifeste existait de taire une vérité dérangeante, susceptible d'embraser le pays. S'il n'est pas avéré que les premiers suspects soient les auteurs, alors que d'autres pistes soient explorées de manière diligente, il sera difficile de faire oublier ce meurtre en jouant sur la montre. Il y a deux choses. Quand il est question d'interroger les patrons des sociétés de téléphonie mobile qui ont reçu certainement des instructions de quelque part pour que les données des membres du commando soient restreintes, eh bien, on a viré le lieutenant-colonel Aïssi, qui était le plus remuant, qui insistait pour que ça se fasse, il a été viré, donc on a coupé cette piste de ces patrons, ils n'ont jamais été interrogés. Maintenant, quand on est remonté à la piste de Savom par les expertises qui ont été faites, eh bien, il y a un juge qui a été viré. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on atteint un échelon, il y a quelqu'un qui est sacrifié. Donc, une volonté manifeste de cacher une vérité. Volonté manifeste de cacher une vérité. Si vous suivez un peu la logique telle que je suis en train de la décrire. Mais entre-temps, on a une version qui prospère dans les réseaux sociaux, dans une certaine presse, forcément achetée. Nous savons ce qui se passe. Hein. Un jour, c'est juste parce que je trouve que, allez, c'est des piques assiettes, ils mangent comme ils peuvent. Donc, nous, on n'a pas forcément un intérêt. Moi, j'aurais pas d'intérêt particulier à venir vous le dire. Mais tous ces gens que vous entendez parler, ils sont tous affiliés à un camp ou à l'autre. On leur donne un peu d'argent ici pour salir l'autre, un peu d'argent pour reprendre des versions. Donc, vraiment, il faut faire très attention, il faut se méfier. Il faut rester très factuel dans ce que nous observons. Ce qui m'amène à dire quoi d'autre? Il faut savoir que de tout temps, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, il ne le cache pas, hein, de tout temps, il a voulu mettre la main sur les services secrets camerounais. Donc c'est un ennemi déclaré, juré de Maxime Eko, que je ne connais pas. Hein, tous ces gens dont je vous parle, que ce soit Beninga Amougou, que ce soit Maxime Eko, je ne les connais pas. Je n'ai aucune relation avec eux. Et ce n'est pas forcément des gens qui ont de la sympathie pour moi. Parce qu'Eko, c'est qui? C'est quand même le mec, patron de la DGRE, sous lequel on a assassiné un Camerounais, le capitaine Guérandi. Donc je ne peux pas avoir de la sympathie pour des gens qui mènent des opérations comme ça. Mais le Cameroun que nous voulons construire doit être un Cameroun de vérité, un Cameroun de justice. Ce n'est pas parce que je n'aime pas quelqu'un ou je désapprouve les actes de quelqu'un que je vais le laisser accuser injustement si j'ai des preuves ou si j'ai des éléments qui montrent qu'il n'est pas la victime. Ce n'est pas ce Cameroun qu'on veut construire. On veut construire un Cameroun d'objectivité, où même si quelque chose doit toucher à mon intégrité personnelle, à moi, à partir du moment où cette chose est juste, eh bien, elle n'a qu'à toucher à mon intégrité. Donc, revenons sur ceux dont je vous parlais précédemment. Ferdinand Ngongo, depuis toujours, est opposé à l'idée que Maxime Eko soit le patron des services. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas sous sa botte. Et compte tenu du projet de prise du pouvoir, hein, de prise du pouvoir qu'ils ont ourdi depuis de nombreuses années, la DGRE, donc le service secret camerounais, c'était une espèce de caillou dans leur chaussette
On sait comment le vieux fonctionne, hein, quand vous faites des notes qui montent chez lui, il fait toujours recouper en opposant les différents services. Et de toutes les façons, de la DGRE ne venait jamais des rapports favorables quand il y a un bidonnage ou quand il y a une tentative d'enfumage du côté du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Donc, depuis toujours, Ferdinand Ngongo, il veut mettre la main sur les services secrets camerounais. Donc, alors, je vous explique ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand est viré Eco Maxime, donc patron des services secrets camerounais, eh bien, quelle est l'équipe qui prend la suite? Il y a M. Gomo, que je ne connais pas, donc je ne ferai aucun commentaire sur lui. Parlez pas des gens si vous n'avez pas d'éléments. Mais il y a quelque chose d'assez curieux. Le numéro 2, la personne qui est nommée numéro 2 de ces services, s'appelle Elundou Mesma. C'est qui Elundou Mesma? Elundou Mesma, c'est un membre honorable de la Pieuvre. Donc la Pieuvre qui est dirigée par Ferdinand Ngongo. Donc quand on analyse Eco, patron des services, empêche de tourner en rond la machine de prise du pouvoir que Ferdinand Ngongo a mis en place, ce dernier veut absolument sa tête, en tout cas avoir quelqu'un dans la maison DGRE, et donc il réussit son coup, c'est le coup de l'incriminer dans une affaire qu'il ne connaît pas, parce que c'est ce que montrent les faits aujourd'hui. Les faits aujourd'hui montrent que, en tout cas dans l'histoire de Martinez Zogo, Eco n'est en rien mêlé à cette histoire. Ni lui, ni peut-être Belinga, bien que Amougou Belinga ait émis la volonté que Martinez Zogo reçoive une correction. Mais je ne pense pas que ni Eco ni Amougou Belinga, que ces deux soient liés à la mort de Martinez Zogo. Mais, par contre, en revanche, aujourd'hui, on constate que Ferdinand Ngongo n'aimant pas Maxime Eco, patron des services secrets, depuis de longue date, hein, il a toujours voulu le faire virer par tous les moyens, ça n'a juste pas marché. Donc il y a matière aujourd'hui à penser que c'est un coup qui a pu être monté pour débarquer cet empêcheur de tourner en rond de ce service sensible et d'y installer des gens qui lui soient affidés. Et la preuve, c'est que, quand même, qui est-ce qu'on met numéro 2 de ce service secret? Eh bien, c'est le colonel Elundou Mesma, qui est un flic ripou. Je vous ai parlé de sa connexion avec les Simb, hein, ce type-là qui soutient ce criminel, ce type qui a gardé des contacts, hein, il est au téléphone régulièrement avec Simb, d'ailleurs c'est lui qui fait les basses besognes pour lui, quand Simb a un compte à régler avec quelqu'un, c'est Elundou qui l'appelle, Elundou instruit Bialo, il émet des mandats de recherche, on arrête les personnes. Donc c'est ce type-là, le colonel Elundou Mesma, qui a été nommé numéro 2 des services secrets. Donc en réalité, nous avons Ngongo en plein dans les services secrets, comme on a aujourd'hui. Et parlons de ces services secrets. Je veux vous faire écouter quelque chose. Là, ça nous ramène à l'affaire de Simb. C'est un audio que Simb a reçu d'un de ses amis qui parle de cette DGRE. Après avoir écouté cet audio, vous me direz si l'élan qui était pris à l'époque par cette DGRE peut être continuel aujourd'hui qu'elle est infiltrée à son sommet. Par qui? Eh bien, par le colonel Elundou Mesma, qui est un ripou, un flic ripou, et qui est à la solde et aux ordres du secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo. Bonjour mon frère. Il se passe des choses encore autour de l'IMAL que je ne comprends plus. Je viens de me faire interroger pendant plus de 5 heures de temps à la direction des renseignements extérieurs à Yaoundé. En fait, pendant les obsèques de Camille Briand, un monsieur s'est présenté à moi qu'il est officier de police 3e grade. Il m'a montré sa carte qu'il travaille pour la DGRE. J'ai demandé alors pourquoi. Il dit que je suis appelé à me présenter à leur service vendredi matin pour répondre pour faire une déposition. Parce qu'ils sont en train de mener une enquête sérieuse dans laquelle je suis impliqué. Et il faut que je me présente à leur service. Il est en déplacement à Douala pour m'amener à Yaoundé. J'ai demandé, mais si vous avez des bureaux à Douala, je peux répondre là-bas. Il dit, non, je suis venu pour vous, monsieur. J'ai dit, alors qu'est-ce que je fais? Je suis dans l'organisation des obsèques de Camille Briand, on l'enterre samedi. Si vous voulez, suivez-moi durant tout le trajet. Il me dit, non, je suis obligé de le suivre jeudi, là. Je dis, non, c'est pas possible. Du coup, j'ai appelé le colonel Bankui, science tenante.
Il m'a dit, ok, il va appeler leur service pour savoir de quoi il est question. Moi-même, je ne savais pas pourquoi il venait me voir. C'est là où je lui ai dit que j'ai appelé Néné Colonel, il va me rappeler. Il monte dans ma voiture carrément, on tourne, on bouge. Colonel Bancu m'appelle, dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec l'affaire de Liyeb Limal? Je dis, moi-même, je me pose la même question. Il dit, il paraît que c'est l'histoire de Liyeb Limal. Toi, tu serais cité dans des plaintes collectives là, et il y a une enquête spéciale qui a été instruite par le chef de l'État suite aux plaintes de nombreux Camerounais qui sont plaints et que ça risque de provoquer un soulèvement, mais que je ne suis pas la personne particulièrement incriminée, mais que je suis cité comme co-acteur dans la tromperie des Camerounais et que je dois répondre. Il m'a dit, ok, on va appeler le gars et je dois terminer ce que je fais et je viens à Yaoundé ce matin. Donc je dois me présenter à 7 h ce matin. C'est pourquoi hier soir j'ai pris la route. Et hier je n'ai pas pu te joindre. On m'a posé tellement de questions et tout ça. Je leur ai expliqué tout ce que j'ai fait. Et ils ont même les vidéos de tes passages sur Jambo. Et ils ont des images des séminaires que tu as organisés. Ils savent tout ce qu'on a fait. Je dis, ben, moi, si quelqu'un vous a dit que je l'ai amené dans Liyeb Limal, qu'il se présente, ou quelqu'un dit que j'ai pris son argent pour aller mettre dans Liyeb Limal, que la personne se présente. Je suis prêt à rembourser rubis sur ongle, si une seule personne vous dit. Et les gens qui se plaignent, je leur ai rappelé que la plupart des gens, je ne connais même pas ces gens. Les noms, ils n'ont pas voulu me dire des gens qui se plaignent. Ils m'ont dit c'est une plainte, une coaction judiciaire qui a été engagée. Je dis, ben, tous ces gens qui se plaignent, ceux qui ont cité mon nom, donnez-moi un seul qui peut vous dire que moi, je suis directement impliqué ou que je l'ai un jour invité à faire un investissement. Et je leur ai rappelé que tous ces gens qui peuvent se plaindre, je les ai trouvés déjà dans Liyeb Limal. Je ne suis qu'un homme de médias et Liyeb Limal est venu sur ma plateforme comme il pouvait aller dans n'importe quelle plateforme communiquer. Ce qu'il faut savoir, mon frère, c'est qu'il faut faire très attention à tes déplacements maintenant parce que les gars qui sont en train d'enquêter sur le dossier, ça semble être une affaire sérieuse. Ils m'ont dit que si je crois dire des choses pour te protéger, que je sache qu'ils vont te ramener au Cameroun par tous les moyens, qu'ils savent partout où tu es, que chaque mouvement que tu fais, ils savent au courant, et que tu as intérêt à revenir au Cameroun de toi-même, sinon tu risques très gros. Ils m'ont parlé, ils me disent, c'est même presque des menaces. Ils disent qu'ils vont aller te cueillir là où tu es et que tu auras même la chance de tomber entre leurs mains. Parce qu'il paraît qu'il y a un commando qui est carrément chargé de t'éliminer. Donc fais très attention, mon frère, là où tu es. Apparemment, ils disent que si tu tombes entre leurs mains, tu as la chance de revenir au Cameroun. Mais que si c'est une autre bande qui est la première sur toi, tu n'as aucune chance. Donc cette affaire m'a effrayé tellement. Depuis là, je ne dors pas depuis jeudi, je t'assure. Depuis jeudi. Alors vous avez écouté. Donc il y a une action ou plusieurs actions qui étaient entreprises contre Émile Parfait-Sim. En tout cas au niveau de la DGE. Vous pensez que ces actions vont continuer maintenant que son très cher ami est membre du même groupe, là, la Pieuvre, Mesma et Lundu est devenu le numéro 2 de ces services? Je ne crois pas. Donc en clair, vous comprenez qu'aujourd'hui, si on était dans une mafia plus, nous sommes dans une mafia plus, là, aujourd'hui. C'est-à-dire que ces services-là, aujourd'hui, sont à la disposition de Ferdinand Ngongo qui fait ce qu'il veut. Bon, heureusement que ne vous méprenez pas sur le vieux, hein. Ah oui, c'est quelqu'un de très retors et de très vicieux. Je crois que tout ce que je dis là, il y a beaucoup d'informations dont il est au courant déjà et il saura se prémunir si ce n'est pas déjà le cas. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut plutôt questionner la pertinence de ces accusations qui ont ciblé certaines personnes d'entrée du jeu alors qu'elles ne reposaient sur rien. Et c'est à ce moment qu'on peut convoquer à nouveau maintenant le témoignage du père Jean-Jacques Olabébé qui a été tué, je crois, 2 jours après ce passage à la télévision dans lequel il affirmait clairement, on est à quelques jours simplement de la découverte du corps de Martinez, il affirmait clairement qu'il ne fallait pas regarder les personnes qui étaient montrées du doigt, il fallait regarder ailleurs. Et à mon avis,
ces accusations n'étaient pas des accusations fantasmées quand on voit ce qui s'est passé par la suite, quand on a les savants qui sortent du chapeau et dont le rôle actif aujourd'hui n'est plus à questionner, quand on voit qu'il y a tout un lieutenant-colonel ici qui, dès qu'il a pointé la question de l'arrestation des patrons des 2 sociétés de téléphonie mobile, on lui a dit non, non, circuler, il n'y a rien à voir, il a été démis de ses fonctions, il a été viré. On voit que par la suite le juge Sikati est le premier qui a mentionné le nom de Savon Martin. Donc avant, Sikati, personne n'avait parlé de Savon Martin. Le premier qui mentionne le nom de Savon Martin, c'est Sikati. Le premier qui le convoque, c'est Sikati. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on commence à se rapprocher, comme ça s'est passé avec les téléphonies mobiles, eh bien il est viré. Hein? Du jour au lendemain, on commence à entendre l'histoire, oui, il aurait perçu de l'argent, mais on constate quand même qu'il y a beaucoup de similitudes. Pourquoi chaque fois qu'on vient vers ce qui est normalement des éléments qu'on a, pourquoi toutes les fois qu'on vient vers ce qui doit nous conduire vers la piste réelle de ce truc-là, il y a quelqu'un qui est sacrifié. Donc le cas de Sikati, moi je pense qu'il faut se poser ces bonnes questions, et si on s'est posé ces bonnes questions, on sait déjà que de toutes les façons, doivent être appelés à comparaître dans ce procès Ferdinand Ngongo, Amougou Belinga, Eko Eko. Il est hors de question que ce soit que 2 personnes et pas, ou une personne et pas les autres. Et Eko Eko, en tant que patron des services, l'affaire a été commise par ses employés, ses collaborateurs, Amougou Belinga, parce qu'il avait manifesté l'intention de faire donner une petite collection à Martinez, donc au moins à ce titre il devrait être là à répondre de cette... Mais Ferdinand Ngongo, parce que Savon Martin qui apparaît aujourd'hui comme appartenant au commando qui a tué Martinez Zogo était en contact régulier avec Ferdinand Ngongo, tout comme Martinez Zogo. Il y a toute une pléthore d'informations documentées à ce sujet aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il faut qu'on y aille très vite. Toute chose qu'on peut raconter aujourd'hui qui n'aille pas dans ce sens-là, qui n'aille pas dans le sens de faire appeler ces gens-là, que plusieurs faits aujourd'hui incriminent, moi je pense que c'est une perte de temps pour le Cameroun, pour les Camerounais. Donc il faut que le vieux nous dise pourquoi on continue à faire une parodie de justice alors que nous savons au jour d'aujourd'hui, s'il ne sait pas, moi je lui donne ces éléments. Et s'il a besoin d'autres éléments, je peux lui en donner toute une pléthore d'éléments.